Je ne sais pas ce qui était le plus dur ce jour-là. Enterrer mon mari ou être trahi par ma propre fille. La journée avait été longue, étouffante, malgré le ciel couvert. Les visages se ressemblaient en tous, des masques de circonstance, des yeux qui évitèrent les miens. Mon mari, homme puissant, respecté, mais profondément dur, venait de rejoindre la terre qu'il avait tenté de posséder toute sa vie. Et moi, sa femme depuis 30 ans, je me tenais là, comme une invitée de trop à mes propres funérailles intérieures. Camille, ma fille, se tenait droite, digne, l'expression figée. Depuis la mort de son père, elle avait tout pris en main, les arrangements, le testament, même le ton à adopter. Je n'étais qu'un fantôme dans un décor qu'elle contrôlait déjà. Après la cérémonie, elle m'a dit qu'elle allait me raccompagner. J'ai hoché la tête, soulagée de ne pas avoir à affronter seule la grande maison vide. Mais on n'a jamais pris la direction de la maison. Elle a quitté la ville, bifurqué dans des chemins de campagne, jusqu'à s'arrêter sur une route de terre battue, bordée de champs secs et de silence. Elle a coupé le moteur. Je lui ai demandé « On est où ?» Elle s'est tournée vers moi, son regard aussi tranchant que du verre. « C'est ici que tu descends. La maison et les affaires sont à moi maintenant. » Un coup de poignard aurait été plus doux. J'ai cru à une blague. Mais elle a ouvert la portière, a posé mon sac, vide, à mes pieds, et a refermé sans même me regarder. J'ai essayé de protester, mais elle démarrait déjà. Elle a disparu dans un nuage de poussière. Pas de téléphone, pas d'argent, même pas mes 2 chaussures. J'étais là, debout dans la poussière, mon talon à la main, comme une image ridicule d'une femme qui a tout perdu. Et pourtant, c'est là que tout a changé. Le silence, au lieu de me terrasser, m'a réveillée. Le vent me fouettait, le visage, mais je respirais. Pour la première fois depuis longtemps, je n'avais plus d'ordres à suivre, plus de rôles à jouer, plus de façades à maintenir. J'étais seule, oui, mais j'étais libre. Et elle, Camille, elle n'avait aucune idée de ce qu'elle venait de faire. Elle croyait avoir effacé une pièce du jeu. Elle venait en réalité de libérer une joueuse qu'elle ne connaissait pas, une femme qu'elle n'a jamais rencontrée. Une version de moi que j'avais enterrée bien avant mon mari. Une version que personne n'aurait dû réveiller. Pas Ende, même elle. Je ne savais pas où j'allais. Je n'avais plus de maison, plus de famille et plus de certitude. Le bitume avait laissé place à la terre sèche, le silence de la route à celui de l'abandon. Mais chaque pas que je faisais dans cette poussière, pieds et nus, m'éloignait de la femme que j'avais été. Je n'étais plus Madame Marceau. Je n'étais plus l'épouse silencieuse d'un homme influent. Je n'étais plus la mère, effacée d'une fille ambitieuse. J'étais rien. Et en même temps, pour la première fois depuis des décennies, j'étais moi. Le soleil commençait à décliner lorsque j'ai atteint un petit hameau oublié, aux volets clos et aux rues vides. Personne ne m'a regardé. Ou peut-être qu'ils m'ont vu, mais m'ont prise pour une de ces ombres qu'on évite par réflexe. C'est fou comme le monde se détourne vite d'une femme seule, décoiffée, pieds sales, avec un sac vide en bandoulière. J'ai vu les regards derrière les rideaux. Aucun n'a bougé. Je me suis assise sur le banc d'un vieux jardin public. J'avais soif, j'avais faim, mais ce qui me consumait le plus, c'était la honte. Pas celle de m'être fait mettre à la porte comme une criminelle. Non. La honte d'avoir laissé tout cela arriver, de m'être oublié, un clochard, ou peut-être un survivant comme moi, est passé. Il m'a tendu une petite bouteille d'eau sans un mot. J'ai bu. Et puis il m'a regardée et a murmuré « Vous avez l'air plus forte que vous. » Ne le pensez. Je n'ai rien répondu, mais à cet instant précis, je me suis souvenue. Je me suis souvenue qu'avant d'être cette femme invisible, j'avais un autre nom, un autre visage, une autre vie. Le flash m'a frappé d'un coup. Des billets roulés, des voix codées dans des bars, des regards échangés avec prudence. Il y a longtemps, bien avant que je devienne Madame Marceau, j'étais connue sous un autre nom. Un nom qui avait fait trembler certains cercles fermés. Un nom que j'avais enterré par amour.
ou peut-être par peur. Lys. C'était comme une étincelle dans une forêt asséchée. Et dans cette obscurité croissante, j'ai senti la flamme revenir. Je n'étais pas une victime. J'étais une revenante. Je me suis levée. Le passé avait été patient. Mais moi, je ne le serai plus. Vous savez ce qui est étrange ? Quand une femme disparaît dans les marges de sa propre vie, tout le monde l'oublie. On cesse de lui prêter attention. On pense qu'elle n'a plus de cartes en main. Mais le monde oublie aussi une chose essentielle. Ce sont toujours les invisibles qui observent le mieux. Et moi, j'avais tout vu, tout compris. Lys. Ce nom résonnait dans ma tête comme une clé qu'on retrouve au fond d'un vieux tiroir, rouillé, mais encore capable d'ouvrir des portes très précises. Lys, c'était mon nom dans un autre temps. Avant les robes de soie, avant les sourires forcés et les dîners de gala. Avant que je vende mon silence pour une vie d'apparence. À l'époque, je travaillais dans les angles morts de la société. J'étais spécialisée dans l'obtention d'informations, la fabrication d'identités, la gestion de secrets, les miens comme ceux des autres. Ce n'était pas du cinéma, c'était réel. Et c'était dangereux. Mais j'avais tiré ma révérence. J'avais tout effacé, jusqu'à aujourd'hui. Ma fille pensait avoir hérité d'une maison, d'un compte en banque et d'un titre social. Mais ce qu'elle avait surtout hérité, c'était une dette, une menace endormie, et des ennemis que j'avais mis 20 ans à éloigner. Je devais reprendre contact avec quelqu'un, un ancien allié. Je ne pouvais pas y aller directement, pas avec mon visage d'aujourd'hui. Alors j'ai fait ce que je n'avais pas fait depuis des années. Je suis redevenue invisible, volontairement cette fois. Je me suis rendue dans un vieux squat d'artistes, dans une ruelle sans nom. C'était l'un de mes anciens points de repli, une planque oubliée du monde et, apparemment, encore intacte. À l'intérieur, tout était poussiéreux mais à sa place. Les murs avaient regardé mes secrets, et surtout, mon coffre. Je l'ai ouvert. À l'intérieur, un vieux téléphone satellite, une clé USB cryptée, une perruque brune, des lunettes noires et un passeport au nom de Claire Dumas. Claire, une identité que j'avais utilisée pour disparaître une première fois, il y a longtemps. J'ai regardé mon reflet dans le miroir fissuré. Ce n'était plus la veuve larguée au bord d'une route. Ce n'était plus la femme qu'on avait piétinée. C'était Lys. Et Lys avait une mission. Non, je ne voulais pas simplement reprendre ce qu'on m'avait volé. Je voulais comprendre pourquoi ma propre fille avait été capable d'un acte aussi froid. Pourquoi elle avait attendu la mort de son père pour me jeter comme une servante usée. Et je pressentais que ce n'était pas simplement une affaire d'héritage. Il y avait autre chose, quelque chose de plus sombre, de plus ancien. Une vérité que seule Lys pouvait déterrer. Et croyez-moi, j'allais creuser jusqu'au fond. Je me suis réveillée à l'aube, dans la poussière de mon ancienne planque. Mon premier réflexe a été de sortir la clé USB retrouvée dans le coffre. Je savais qu'elle contenait des informations sensibles. Trop sensibles pour les avoir gardées avec moi toutes ces années. Mais je savais aussi que ce serait ma meilleure arme. J'ai trouvé un cybercafé encore ouvert, dans un quartier où personne ne poserait de questions. Le genre d'endroit où la lumière clignote, où les claviers collent, et où les gens gardent les yeux rivés sur leurs propres affaires. J'ai branché la clé. Une interface cryptée s'est ouverte. C'était un système que j'avais moi-même conçu, il y a une éternité. Et pourtant, mes doigts se souvenaient encore de chaque ligne de code. Une fois à l'intérieur, j'ai eu accès à ce que j'avais soigneusement compilé autrefois. Des noms, des visages, des comptes offshore, des transactions douteuses et surtout des liens directs avec mon mari. C'est là que les pièces ont commencé à tomber. Mon mari, il n'était pas simplement un homme d'affaires influent. Il servait de couverture à un réseau d'échange d'informations confidentielles entre industriels, politiciens et figures de la finance internationale. Je l'avais toujours su, mais je n'avais jamais compris à quel point il en était le centre. Et Camille, elle apparaissait dans les derniers fichiers. Elle avait été ajoutée récemment, avec un code vert, initié. Je me suis figée. Non,
Seulement elle était au courant. Mais elle participait. Elle avait pris le relais. Elle ne m'avait pas trahi pour de l'argent ou une maison. Elle m'avait trahi pour le pouvoir. Je continuais à fouiller les fichiers quand une alerte est apparue à l'écran. Connexion détectée. Fuite de signal. Tracé en cours. Quelqu'un savait que je consultais ces dossiers. Et ce quelqu'un savait qui j'étais. Je n'avais que quelques secondes pour réagir. J'ai arraché la clé USB, effacé mes traces à la volée, et quitté le cybercafé sans me retourner. Le cœur battant, l'adrénaline en feu, mais avec une certitude froide. Le jeu venait de commencer. Sur le chemin, j'ai repensé à Camille, à ce que j'avais raté, ce que je n'avais pas vu, ou ce que j'avais refusé de voir. Elle avait grandi dans le silence, dans l'ombre d'un père dominateur et d'une mère qui jouait à faire semblant. Et peut-être qu'un jour, elle avait décidé qu'elle ne serait jamais, elle, une femme oubliée. Mais ce qu'elle n'avait pas compris, c'est que dans ce monde-là, on ne prend pas le pouvoir. On le vole, on le manipule, on le paie. Et elle n'était pas prête. Mais moi, si. Ce soir-là, je n'ai pas cherché un endroit pour dormir. J'ai cherché un endroit pour réfléchir. Je me suis assise dans un parc désert, sur un banc qui grinçait sous mon poids. Mon regard perdu dans les branches nues. Une phrase me tournait, en boucle dans la tête. Elle est initiée. Camille n'était pas une simple héritière aveuglée par la haine. Elle était active, intelligente, stratégique et probablement dangereuse. Je n'étais plus en terrain familial. J'étais face à une adversaire, ma propre fille. Je savais que je ne pouvais pas l'affronter de front. Pas encore. Alors j'ai fait ce que j'avais toujours su faire. J'ai semé le doute dans son camp. Le premier appel, je l'ai passé à un ancien contact. Un journaliste d'investigation que j'avais aidé à ne pas finir au fond d'un fleuve, 10 ans plus tôt. Il me devait une faveur. Je lui ai simplement dit « Il y a un nouveau nom dans les cercles. Une fille. Je te laisse deviner d'où elle sort. » Le deuxième appel, c'était pour récupérer un accès. Une ancienne plateforme, aujourd'hui dormante, que mon mari utilisait pour stocker des documents qu'il ne voulait pas partager avec ses associés. J'ai réussi à forcer l'ouverture via une faille dans la vieille architecture. Et là, j'ai vu des transactions, signées de la main de Camille, des virements vers des entités anonymes, des messages codés, et un mot qui revenait. Syndicat. Elle avait rejoint le réseau, ce groupe d'élite que je connaissais trop bien. Mais elle n'en connaissait probablement ni les règles, ni les risques. Et ce réseau, il ne permettait qu'une seule trahison, celle qui ne laissait aucune trace. Tous les autres payaient à leur prix. Si elle faisait un faux pas, même minime, elle serait éliminée. Pas humiliée, effacée. Et je ne pouvais pas la laisser s'y brûler, même si elle m'avait laissé crever sur une route. J'ai alors mis en place le premier piège, une fuite d'infos soigneusement contrôlée, un nom balancé sur un forum obscur, un fichier trafiqué envoyé à une adresse connue du syndicat. Un seul objectif, les faire croire qu'elle parlait trop. Dans ce monde-là, la suspicion est un poison. Mais ce jeu-là avait un prix. Et je le sentais. En essayant de la sauver, je m'enfonçais moi-même dans la gueule du loup. Alors que la nuit avançait, mon téléphone prépayé a vibré. Un message, un seul mot, « Retire-toi ». Pas signé, mais je savais. Quelqu'un m'avait reconnu, quelqu'un de l'ancien temps, et ce quelqu'un ne voulait pas que Lys revienne. Je n'avais jamais été une mère parfaite, pas même une mère normale en fait. Et pourtant, à ce moment-là, dans ce vieux studio que j'avais loué à la semaine, les murs décrépits, l'ampoule nue qui grinçait au plafond, je ne pensais qu'à Camille, enfant. Je la revoyais, à 4 ans, courir pieds nus dans le jardin, avec ce rire qui fendait l'air comme un rayon de soleil. Elle ne savait rien, à l'époque, ni de son père, ni de moi. Et moi, je faisais semblant. De jardiner, de cuisiner, d'être quelqu'un qu'elle pouvait aimer sans crainte. Mais cette illusion n'avait jamais tenu très longtemps. J'avais
choisi un mari influent, une vie confortable. Mais tout ça était une couverture. Et cette couverture, elle étouffe aussi ce qu'on aime. Et aujourd'hui, Camille m'avait effacée de sa vie. Non pas parce qu'elle m'en voulait, mais parce qu'elle me copiait. Elle ne m'avait pas seulement trahi, elle m'avait imité. Elle avait vu mon masque et elle avait décidé de porter le sien à son tour. Mais ce qui m'a brisé le cœur, c'est qu'elle le portait mieux que moi. Je me suis connectée à une caméra de surveillance cachée, un vieux réseau que j'avais installé autrefois pour protéger la maison sans que mon mari le sache, par précaution, par instinct, par paranoïa. Je ne l'avais jamais désactivé. Et là, sur l'écran, j'ai vu Camille, assise à mon ancien bureau, là où je gardais mes notes, mes plans, mes souvenirs. Elle feuilletait un cahier noir, mon journal. Elle lisait, lentement, comme si elle cherchait quelque chose. Une justification ? Un indice ? Une preuve d'amour peut-être ? Elle s'est arrêtée à une page. Elle l'a lue et elle a souri. Pas un sourire tendre, un rictus, celui de quelqu'un qui comprend enfin pourquoi elle ne pourra jamais faire confiance à personne. Je me suis levée brusquement. Elle savait que je regardais. Je l'ai compris à la seconde où elle a levé les yeux vers la caméra et a cligné des paupières. Une fois, lentement, un geste anodin pour n'importe qui. Mais pour moi, c'était un code, celui qu'on utilisait autrefois dans les cercles fermés, pour dire « je te vois ». Je l'ai élevée dans un monde de faux semblants. Aujourd'hui, elle en était devenue la reine. Mais je me suis fait une promesse. Je vais l'arrêter. Non pas pour me venger, pas pour récupérer ce qu'elle m'a volé, mais pour qu'elle n'aille pas plus loin que moi. Parce qu'au bout de cette route, il n'y a pas de couronne, il n'y a pas de victoire, seulement du vide et une vie entière à regretter d'avoir voulu gagner. Quand un empire commence à tomber, ça ne se fait jamais dans un fracas. Non, ça commence par un souffle, un détail, une anomalie que personne ne remarque, sauf ceux qui ont déjà vécu la chute. Et moi, je l'avais déjà vécu une fois. Le syndicat ne dormait jamais très longtemps, et depuis que Camille avait commencé à faire des vagues dans leurs eaux troubles, les requins s'étaient mis en mouvement. Je le voyais dans les forums codés, dans les messages chiffrés, dans les silences anormalement longs entre deux réponses. Quelque chose se préparait. J'ai décidé d'aller plus loin, d'entrer dans le réseau, pas en mon nom. Lee s'était grillé depuis longtemps, mais sous une autre identité, un avatar oublié que j'avais bâti il y a des années, une ombre que même le syndicat pensait morte depuis longtemps. Sous ce masque, j'ai posté une simple question sur un canal privé. Pourquoi une recrue reçoit-elle des fonds de haut ? La haute sphère ? La réponse est tombée 30 minutes plus tard. Silence ou purge. À toi de choisir. Ils avaient mordu. Ils avaient peur. Ce qui voulait dire une chose. Camille était allée trop loin. Je me suis alors introduite dans un ancien bâtiment industriel, un de nos anciens points de chute à moi et mon mari. Là, dans un coffre caché, j'ai récupéré un vieil ordinateur crypté. Il contenait les véritables fondations du réseau, les premières alliances, les premiers traités secrets, les premières trahisons. Et parmi les noms, j'ai vu celui de mon mari. Je ne l'ai jamais su. Il avait scellé un accord derrière mon dos. Il avait vendu nos informations, notre sécurité et moi, en échange d'un poste plus haut, d'une protection. Et Camille, elle n'avait pas hérité de moi. Elle avait hérité de lui, mais elle faisait une erreur qu'il n'avait jamais commise. Elle voulait plus que le pouvoir, elle voulait le contrôle. Et dans un empire fondé sur la méfiance, le contrôle n'existe pas. Je suis sortie de l'usine juste à temps. Une voiture s'était garée à l'arrière, vitres teintées, moteur allumé. Ils savaient que quelqu'un fouillait dans le passé, et ils avaient envoyé un message. Pas pour me tuer, pas encore, mais pour dire « on te regarde, une seule erreur, et on referme le piège ». Je me suis éloignée dans la nuit, sans me retourner. J'avais déclenché quelque chose. L'Empire tremblait. Et cette fois, s'il tombait, il tomberait sur elle. Les masques, on les porte tous. Certains pour se protéger, d'autres pour manipuler. Mais le plus dangereux,
c'est celui qu'on oublie d'enlever. Je suis retournée à l'appartement, celui où Camille vivait désormais. Je connaissais encore les angles morts du système de sécurité, les failles qu'elle n'avait jamais repérées, parce qu'elle pensait que je les avais oubliées. Elle se croyait intouchable, invisible, mais elle n'avait pas compris. Elle ne faisait que jouer à être moi, et les copies, aussi parfaites soient-elles, ont toujours des failles. Je suis entrée à 3h42 du matin, pas un bruit. L'intérieur était impeccable, trop impeccable. Pas un seul vêtement sur une chaise, pas un livre déplacé, aucune trace d'humanité. Elle s'était déjà transformée. Sur son bureau, il y avait un tableau de liège recouvert de fils rouges, de photos, de noms reliés par des flèches. Je m'attendais à voir mes anciens contacts, mes ennemis, les membres du syndicat. Mais non. Ce que j'ai vu m'a glacée. Elle m'avait étudiée. Moi, chaque page de mon journal avait été recopiée, analysée, annotée. Même mes faux souvenirs, ceux que j'avais modifiés volontairement, avaient été démantelés. À côté de chaque événement, elle avait inscrit une date, une hypothèse, un motif. Et en bas de ce labyrinthe, une phrase écrite en lettres capitales. « Je n'ai pas été abandonnée par une mère. J'ai été forgée par une arme. » C'était clair. Elle ne me voyait plus comme une mère, mais comme un prototype à dépasser. Je suis tombée sur une vidéo. Un enregistrement de Camille, seule, dans cette même pièce. Elle parlait à haute voix, comme si elle s'adressait à une version de moi qu'elle ne pouvait plus atteindre. « Tu penses que tu m'as formée, mais tu m'as surtout trahi. Chaque secret que tu m'as caché, chaque silence, chaque nuit passée à mentir, je les ai tous notés. Et un jour, maman, tu seras fière. Parce que moi, je ne referai pas les mêmes erreurs. Moi, je n'aimerai personne. » Elle avait tout compris. Mais elle avait tout mal interprété. Ce que j'avais caché, ce n'était pas pour la manipuler. C'était pour la protéger de l'ombre qui m'avait happée. Et au lieu de fuir cette ombre, elle avait plongé dedans. Un bruit m'a fait sursauter. Une respiration. Juste derrière moi. Je me suis retournée. Il n'y avait personne. Mais sur le miroir, tracé dans la buée, un mot venait d'apparaître. Bien. Elle savait que j'étais là. Elle m'avait laissé entrer. Elle voulait que je voie tout ça. Que je comprenne ce qu'elle était devenue. Et surtout, que je comprenne que le jeu avait changé. Je l'ai regardée entrer dans la pièce comme on observe une tempête traverser un champ de blé. Camille, ma fille, mon reflet brisé, mon héritière involontaire. Elle n'avait pas changé. Non. Elle s'était renforcée. Son port de tête, sa démarche, son regard. Tout en elle hurlait « Je contrôle tout ». Mais je savais lire entre les lignes, et ce que j'ai vu dans ses yeux m'a fait frissonner. Elle doutait. Elle ne l'aurait jamais admis, pas même sous la torture. Mais moi, je l'avais portée. Je l'avais élevée. Je savais reconnaître ce microtique dans son œil gauche, cette respiration trop rapide à peine contenue. Elle jouait un rôle. Elle essayait de me battre sur mon propre terrain. Alors j'ai souri, juste assez pour qu'elle le remarque. Et je lui ai dit « C'est drôle, Camille. Tu portes une couronne, mais tu ignores encore sur quel trône tu t'es assise. » Elle a haussé les épaules, faussement détachée. « Tu parles de pouvoir, maman. Moi, je parle de réparation. Tu as détruit des vies. Tu as choisi les secrets au lieu de moi. Aujourd'hui, je t'offre une chose que tu n'as jamais donnée. Une sortie digne. Un silence. Dense, chargé. Elle m'offrait une dernière chance, me retirer, disparaître. Mais elle ne comprenait pas. Ce monde, ce réseau, cet empire, tordu. Je n'en voulais plus. Ce n'était pas mon royaume. Ce que je voulais, c'était la sauver d'elle-même. Alors j'ai sorti un dossier, le vrai, celui qu'elle n'avait jamais trouvé, et je l'ai jeté sur la table entre nous. Lis ça. Ensuite, tu décideras si tu veux toujours porter cette couronne. Elle l'a feuilleté, lentement. Puis ses doigts ont tremblé. Des lettres, des vidéos, des confessions, des preuves irréfutables que son père avait signé un pacte avec le syndicat contre elle, qu'il l'avait vendue.
bien avant de mourir, et que la seule raison pour laquelle elle avait été épargnée, c'était parce que moi, je les avais suppliés, menacés, et payé le prix fort. Elle a fermé le dossier, s'est reculée, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait s'effondrer. Mais non, elle a ri, un rire sec, presque douloureux. « Donc tu m'as protégée en devenant pire qu'eux ? Tu crois que c'est ça, être une mère ?» Je n'ai rien répondu. Elle s'est approchée, tout près, son visage à quelques centimètres du mien. Le duel commence, Lys. Et cette fois, je joue avec tes règles. Prépare-toi. Puis elle est partie. Et moi, je suis restée là, dans cette pièce figée dans le temps, réalisant que le prochain mouvement serait décisif. Il n'y aurait pas de retour. 2 reines, un échiquier, et bientôt, une chute. Je ne dors plus, pas depuis des jours. Depuis le départ de Camille, tout s'accélère. Le téléphone ne cesse de vibrer, des appels masqués, des voix codées, des menaces déguisées en ultimatum. Le syndicat est en mouvement. Et cette fois, ce n'est pas moi qu'ils viennent chercher. C'est elle. Ironique, non ? Toute sa vie, Camille a voulu être forte, indépendante, intouchable. Elle a réussi, mais en jouant à ce jeu, elle a attiré l'attention de monstres qu'elle ne comprend pas encore. Et moi, je ne peux pas la laisser seule. Même si elle me hait, même si elle pense que je suis l'ennemi. Alors j'ai repris contact avec mes anciens réseaux. Ceux que j'avais enterrés. Les vieilles dettes, les anciens alliés, les fantômes de mon passé. Je reviens pour une seule mission. Protéger ma fille. Et bizarrement, ils ont tous accepté. Comme si eux aussi savaient que cette guerre était la dernière. Première étape, localiser Camille. Je savais où elle se cacherait. Une villa moderne, perchée sur les hauteurs, entourée de faux amis, de faux conseillers, de faux gardes du corps. Tous grassement payés par des hommes qui veulent la manipuler ou la faire disparaître. Je me suis approchée discrètement. Un badge falsifié, une coupe de cheveux, une identité empruntée. Et en entrant, je l'ai vue, assise seule, devant un mur d'écran. Elle me regardait déjà, comme si elle savait que je viendrais. « Tu veux jouer à la sauveuse, maman ? Il est trop tard. » Mais non, ce n'est jamais trop tard. Je lui ai balancé le nom d'un des hommes à sa table, un soi-disant avocat. En réalité, un ancien recruteur du syndicat. Elle a pâli. « Pourquoi tu crois qu'ils t'aident ? Tu es leur cheval de Troie. » Elle a serré les dents. Elle n'a pas répondu. Mais dans son regard, j'ai vu la peur. Enfin, elle comprenait. Mais à ce moment-là, une explosion a retenti à l'extérieur. Ils étaient là. Pas pour discuter, pas pour négocier, pour finir le travail. J'ai attrapé Camille par le bras. « Si tu veux survivre, tu viens avec. Moi, maintenant. » Et sans attendre sa réponse, je l'ai entraînée dans les couloirs. Les alarmes hurlant dans nos oreilles, les balles sifflant à travers les vitres. La chasse avait commencé. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que cette fois, c'est moi qui les traque. Nous avons couru sans nous retourner. Camille n'a rien dit pendant des heures. Juste ce silence tendu entre nous, comme une corde qui menace de se briser au moindre mot. Son maquillage avait coulé, sa robe griffée. Elle n'était plus la femme froide et intouchable que j'avais vue quelques jours plus tôt. Elle était redevenue humaine. Je l'ai conduite dans l'un de mes anciens repères, une maison isolée, en pleine forêt. C'est là que j'avais appris à me rendre invisible, là où j'étais devenue ce que le syndicat avait créé, là aussi où j'avais appris à les trahir. Camille a observé les murs, les plans, les vieux dossiers. Elle a murmuré, presque inaudible. « Tu vivais comme ça, pendant que je jouais dans ma chambre. » Je n'ai rien répondu, parce qu'il n'y avait rien à dire. Mais elle a compris. Pendant 2 jours, je lui ai tout appris. Comment démasquer un infiltré ? Comment décrypter un message codé ? Comment retourner une surveillance ? Comment tuer sans bruit ? Et Camille écoutait. Pas avec rancune, pas avec haine, avec faim, une faim nouvelle, celle de comprendre,
de survivre, peut-être même de protéger. Mais ce n'est qu'au 3e soir qu'elle a posé la vraie question. Papa savait tout ça ? Un silence lourd s'est abattu sur la pièce. Je lui ai tendu un dossier, classé confidentiel. À l'intérieur, des preuves. De ses missions à lui, de ses trahisons, de ses pactes avec le syndicat. Elle a blêmi. Il n'était pas la victime, hein ? Il n'a jamais été ce que je croyais. J'ai juste hoché la tête. Non, Camille, ton père n'était pas un martyr. Il était un pion. Et toi, ils ont voulu faire de toi la reine noire. Le lendemain, elle s'est levée avant moi, enfilé un manteau noir, attaché ses cheveux, et elle a dit d'une voix ferme, « On va les faire tomber, un par un. » Je l'ai regardée, et pour la première fois, j'ai vu moi dans ses yeux, pas la femme que j'étais devenue à cause d'eux, mais celle que j'aurais voulu être si j'avais eu le choix. Avant de partir, je lui ai tendu une clé USB. La dernière pièce. Le fichier que tout le monde cherche, celui qui brûle les empires. Ce que tu feras avec dépendra de toi. Mais une chose est sûre, après ça, il n'y aura pas de retour. Elle l'a glissé dans sa poche. Parfait. Moi non plus. Je ne veux pas revenir. Et ensemble, nous avons quitté la forêt. Le feu était lancé. Il ne restait plus qu'à le laisser tout brûler. On dit qu'il y a toujours un moment de silence, juste avant que tout s'effondre. Pour moi, ce silence a eu lieu dans une salle de conférence, luxueuse, perchée en haut d'un gratte-ciel, avec vue sur toute la ville. Devant moi, 5 hommes, 3 femmes, tous membres du conseil. Le noyau pourri du syndicat. Ils souriaient, croyaient encore à leur pouvoir, à leur impunité. J'ai laissé Camille prendre la parole. Ce que vous avez volé à ma famille, ce que vous avez détruit en moi, aujourd'hui c'est vous qui allez le payer. Ils ont ri. Alors elle a branché la clé USB dans le système central et l'écran mural s'est allumé. Dossier secret, transaction illégale, enregistrement, leur visage, leur voix, leurs crimes. Chaque preuve apparaissait en temps réel, transmise à des dizaines de chaînes, de sites d'information, de journalistes indépendants. C'était terminé. La vérité ne pouvait plus être effacée. Leur portable vibrait, des appels, des messages paniqués. L'un d'eux s'est levé, rouge de rage. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous venez de déclencher. » Camille s'est tournée vers lui, glaciale. « Au contraire, on sait exactement. » Les sirènes ont retenti, au loin. Les hélicoptères s'approchaient. Ils ont tenté de fuir. Mais nous avions tout verrouillé. Chaque sortie, chaque ascenseur. Leur empire était devenu leur propre prison. Et au moment où la police a défoncé les portes, j'ai regardé Camille et elle m'a lancé un regard complice. Pas de vengeance aveugle, pas de sang inutile. Juste la fin d'un règne toxique. Plus tard, nous avons marché, dans la rue, anonymes dans la foule. Les journaux parlèrent d'un scandale mondial, de révélations qui allaient bouleverser le pouvoir. Camille a retiré ses lunettes noires. Est-ce que c'est ça, la liberté ? J'ai souri. C'est le début. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que tout ça, c'était plus qu'une revanche. C'était une renaissance. Camille n'était plus la fille d'un homme corrompu. Elle n'était plus l'héritière d'un empire sale. Elle était celle qui avait survécu. Celle qui avait pris la douleur, la trahison, l'abandon, et en avait fait une arme. Et moi, la femme qu'ils avaient cru briser, j'étais redevenue entière. Aujourd'hui, je vis loin. Pas cachée, pas traquée. Juste, libre. Et chaque fois que je vois une femme marcher la tête haute, je me dis qu'une autre Camille est peut-être en train de se lever quelque part. Une autre histoire prête à s'écrire. Une autre revanche qui couve en silence. Parce que parfois, la dernière pièce, c'est celle qu'on n'a jamais vue venir. Et croyez-moi, c'est elle qui fait tomber tout le puzzle.